Et nous accueillons en duo, comme c'est souvent le cas tout au long de l'année, Valérie Masson-Delmotte, la présidente de cette édition du Festival international de géographie, accompagnée de celui qui va animer ce grand entretien inaugural, le producteur de l'émission La Terre au carré sur France Inter, Mathieu Vidard. Bonsoir Saint-Dié-des-Vosges. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait plaisir d'être ici. Et parce qu'on a un vrai lien en plus, Valérie et moi, avec la Lorraine. Valérie, tu peux nous dire, toi tu es nancéenne. Oui, je suis née, j'ai grandi à Nancy. Et j'ai essayé de calculer depuis combien de temps je ne suis pas venue à Saint-Dié. Ça m'a effrayée en fait. Ça fait donc 40 ans. Et à l'époque, j'étais une jeune fille sérieuse et timide. Et je pense que les hivers que j'ai passés en vacances dans les Vosges à faire à l'époque du ski de fond, ça fait partie de ce qui a façonné mon attachement à la nature. Voilà, un premier lien. Et moi, j'ai aussi un lien avec Nancy et la région de Saint-Dié, parce que j'ai fait de la radio à France Bleu Sud-Lorraine. Et tous les week-ends, pendant presque 10 ans, je suis venu passer mes week-ends à Lubin. Je ne sais pas s'il y a des gens de Lubin ou des environs de Lubin, voilà, dans un petit chalet. Et donc, c'est toujours vraiment un grand plaisir de revenir ici. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour cet entretien inaugural pour le festival. Donc, le pouvoir, on va en parler avec le prisme du climat et de votre travail, Valérie Masson-Delmotte, vous qui êtes paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, c'est à Paris-Saclay. Vous avez contribué au rapport du GIEC, vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat. C'est un organisme indépendant qui est chargé d'évaluer les politiques publiques vis-à-vis de la réduction des gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique. Et vous êtes aussi très investi dans le partage des connaissances, justement, autour du changement climatique. Alors la question du pouvoir, quand on est paléoclimatologue, évidemment, ça nous permet de visiter énormément de sujets. C'est ce qu'on va faire avec vous. Et peut-être la première chose dont on pourrait parler, c'est tout simplement le pouvoir de l'humanité sur le climat. Parce que ça, c'est quand même assez sidérant de voir que ce que nous vivons, le réchauffement climatique, il est lié directement aux activités des humains. Et on peut peut-être commencer par ça, Valérie. Oui, et en fait, c'est pour moi le pouvoir de la connaissance. Et peut-être c'est mon point de départ. Pour moi, à quel point c'est quelque chose d'émancipateur, le fait d'avoir la capacité à construire des connaissances scientifiques objectives, rigoureuses, transparentes, de les partager. Et par rapport aux sciences du climat, moi, je vois deux aspects qui ont profondément transformé notre vision du monde. Le premier aspect, en fait, c'est à partir des siècles précédents, les travaux des naturalistes, les travaux des géologues, qui ont montré en fait que le climat n'était pas stable et immuable, mais qu'il y avait eu des grandes variations dans le passé, notamment des variations des périodes glaciaires interglaciaires ou des périodes géologiques plus anciennes, d'ailleurs chaudes. Et ça a remis en cause une vision d'un monde figé, immuable. Et donc ça permet de prendre la mesure en fait de cette longue histoire, l'histoire géologique, qui a aussi contribué à façonner l'évolution du vivant, dont nous faisons partie dans ce temps long. Et puis la deuxième rupture, pour moi, c'est la compréhension à partir donc de la capacité à observer, la capacité à comprendre les processus, la capacité à modéliser le fonctionnement de notre système climatique, l'atmosphère, l'océan, les surfaces des continents, les glaces et leurs interactions. Eh bien, en fait, c'est la prise de conscience de la rupture que représente l'influence humaine sur le climat à l'échelle planétaire. Et ça, en fait, ça remonte sur un temps assez long, en fait. Les premiers qui ont compris le fonctionnement d'une planète, Joseph Fourier et d'autres, il y a quelques siècles, les premiers qui ont mesuré un climat qui se réchauffe à partir des travaux de cartographie dès les années 1940, les premiers qui ont réussi à mesurer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère à la fin des années 50,
et qui ont compris, qui ont pu prouver que c'était la conséquence des activités humaines. Le travail sur les carottages dans les glaces depuis les années 70-80, qui a montré en fait que cette augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une rupture complète par rapport aux variations naturelles. On le sait même, hein, une rupture par rapport aux variations naturelles des derniers millions d'années. Donc on joue le rôle de force géologique en allant chercher des énergies fossiles, en les brûlant par la déforestation, par des productions chimiques, par des modes de production agricole. En fait, on façonne une atmosphère riche en gaz à effet de serre, inédite. Et puis, le climat y réagit. Et depuis les années 90, on est capable, en fait, d'établir le poids de l'influence humaine sur le réchauffement observé. Et on sait maintenant que le réchauffement qu'on observe depuis les années 1900, et notamment depuis les années 70, où ça s'est beaucoup accentué, mais il est intégralement la conséquence de nos activités. Nous modifions la composition de l'atmosphère, ça entraîne une accumulation de chaleur, et ce réchauffement, c'est d'ailleurs en fait une rupture par rapport au dernier millénaire. Donc en fait, nous jouons le rôle de force géologique, et c'est important de comprendre en quoi finalement ces connaissances en sciences du climat, elles nous permettent de prendre la mesure de notre responsabilité à l'échelle planétaire. Et à partir de quand on pourrait dire d'ailleurs que l'humanité a eu ce pouvoir d'agir sur le climat? Est-ce qu'on y a un consensus là-dessus ou pas? Là où on arrive à discerner un poids qui devient dominant des activités humaines, ça émerge à partir des années 70. Et donc au niveau planétaire, c'est le cas pour le réchauffement, c'est le cas pour le recul des glaciers, c'est le cas pour la montée du niveau de la mer, c'est le cas pour le déplacement des aires climatiques. Et on est même maintenant, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, capable de le discerner non pas sur des tendances à grande échelle, mais sur des événements spécifiques, c'est-à-dire on peut analyser une vague de chaleur, en quoi cet événement fait juste partie de la variabilité naturelle du climat, un événement rare, ou en quoi il a été rendu plus probable, plus intense, parce que nous avons réchauffé le climat. Alors, la conclusion, elle est généralisée pour toutes les vagues de chaleur, mais elle émerge aussi pour le fait de doper les pluies extrêmes dans un climat plus chaud. Elle est aussi clairement établie pour le fait que ça aggrave la sécheresse des sols, parce qu'une atmosphère plus chaude vide les sols plus rapidement de leur humidité. Et ici, dans les Vosges, comme partout ailleurs, vous le voyez en fait. Ces événements extrêmes, plus fréquents, plus intenses, qui affectent la production agricole, qui affectent les ressources en eau, qui affectent l'état des forêts au fait, de manière très nette, ou l'enneigement. Et donc nous, on est capable de poser un diagnostic pour justement arriver à faire la part de l'aléa naturel et de l'effet dopant finalement de ce climat réchauffé qui affecte ce type d'événement. Alors ça, c'est un de vos pouvoirs finalement aux scientifiques, de poser un diagnostic. Alors on va pouvoir explorer ça ensemble, Valérie Masson-Delmotte, parce qu'au fond, pour bien comprendre d'ailleurs quelle est la posture du scientifique, qu'est-ce qui caractérise son travail, quel est votre pouvoir, vous, en tant que chercheuse et chercheur? Parce qu'il y en a un quand même. Alors c'est, je pense, le pouvoir de la démarche scientifique, c'est-à-dire travailler à partir de méthodes transparentes, vérifiables, réplicables, travailler à partir d'observations, de données. Ça va avec la transparence, ça va aussi avec l'esprit critique, qui est au fondement de la démarche scientifique. Et c'est seulement après la confrontation, la vérification, qu'au bout d'un moment, finalement, de la recherche, on passe à l'établissement de faits, de vérité scientifique. C'est vraiment ce travail d'intelligence collective qui, pour moi, caractérise la démarche scientifique et qui se distingue profondément de ce qu'est une opinion. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait, le pouvoir de la science, c'est le fait que, où qu'on soit né dans le monde, quelles que soient nos croyances, nos visions du monde, on fait communauté scientifique, on est capable en fait collectivement d'interagir, d'être en désaccord, de remettre en cause des connaissances précédentes, de faire avancer les connaissances par rapport à ce qu'on ne comprend pas, à ce qu'on ne sait pas établir, à ce qu'on ne sait pas mesurer. C'est vraiment pour moi ce travail tout particulier de la démarche scientifique et dont le pouvoir tient à la rigueur en fait, la rigueur, l'exigence de transparence, l'objectivité. Donc vous avez ce pouvoir de documenter le climat, par exemple, le réchauffement climatique, mais jusqu'où va le pouvoir des scientifiques? Parce que si on prend l'exemple des rapports du GIEC, auxquels vous avez contribué, Valérie Masson-Delmotte, on voit bien que ces rapports, ils ont le pouvoir de faire se réunir les États du monde entier,
Mais jusqu'où va justement ce pouvoir des scientifiques? Parce qu'il y a des signatures, comme l'accord de Paris, dont on fête les 10 ans, là, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais jusqu'où va ce pouvoir des chercheurs? Alors justement, cette expérience que j'ai eue dans la supervision, la préparation de rapports qui font le point sur les éléments factuels scientifiques par rapport à l'état du climat, c'était plutôt ma partie, donc là où nous en sommes, les changements actuels par rapport au temps long, le diagnostic que je décrivais, mais aussi la capacité à modéliser, la capacité à explorer les évolutions futures, la confiance qu'on accorde à nos projections. Ça se complète aussi d'une autre approche qui est la capacité à comprendre les impacts, en quoi ce changement climatique interagit avec les vulnérabilités qui ne sont pas les mêmes partout, les risques d'un climat qui change. C'est aussi la capacité à comprendre quels sont les leviers d'action pour gérer les risques, pour renforcer la résilience par la construction de voies d'adaptation, avec des leviers d'action qui ont tous en fait un potentiel, des limites, des coûts, des bénéfices associés, mais aussi des effets indésirables. Et de même, en fait, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement, eh bien, la capacité en fait, à les faire diminuer, quels sont les leviers d'action, les coûts, les limites, l'éco-bénéfice, les effets indésirables, quelles sont les conditions de mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment le travail scientifique. Et souvent, c'est assez mal compris. Et donc, les rapports du GIEC, ils opèrent, en fait, on les prépare collectivement. Ce sont des documents auxquels contribuent des scientifiques, qui passent en revue les travaux scientifiques. C'est relu par des scientifiques, par les experts nommés par les gouvernements. Et à la fin, on en distille des résumés pour décideurs qui sont endossés par les représentants de tous les pays sur la base de ce socle scientifique. Et en réalité, ça permet que tous les pays reconnaissent ce socle scientifique commun, en fassent une base partagée et de séparer cet établissement de faits partagés des négociations internationales où chacun a ses intérêts qui peuvent être tout à fait divergents. Donc c'est là, je pense, où c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire c'est comment on construit un consensus reconnu par tous les pays scientifiques. Et ensuite, quelle est sa place? Et donc, le premier rapport du GIEC, il a conduit à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les suivants ont servi de base à l'établissement, par exemple, du protocole de Kyoto, qui concernait principalement les pays développés. Les suivants ont été utilisés pour construire notamment l'accord de Paris sur le climat, dont les objectifs sont des choix politiques. Des choix politiques, c'est-à-dire, compte tenu des risques climatiques, compte tenu des enjeux de développement, compte tenu des capacités, les pays du monde se sont accordés il y a 10 ans sur les objectifs de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à renforcer les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc là, c'est vraiment, on voit cette interface, cette co-construction où il y a des éléments scientifiques, et puis ensuite il y a des choix politiques qui donnent ce cadre. Et ensuite, chaque pays, dans ce cadre, se fixe sa déclinaison d'objectifs sur les différents aspects, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur l'adaptation, sur les coopérations, les mécanismes financiers internationaux. Ça, ce sont des constructions, des choix politiques, en votre nom à tous, en fait, qui sont donc différents. Donc, si on comprend bien, il y a quand même une frontière entre l'état des lieux de la connaissance scientifique, d'un côté, oui, qui va servir donc à formuler donc ces rapports du GIEC, oui, et ensuite la décision politique. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi une des limites qu'impose la science elle-même. En fait, les rapports du GIEC, ils sont neutres, ils ne dictent rien, il n'y a pas de recommandations. Il y a en fait une évaluation des leviers d'action ou des conditions pour tenir tel ou tel objectif. Par exemple, si on veut limiter le réchauffement à tel niveau, quelles sont les conditions pour y parvenir? Et une des conditions clés pour limiter le réchauffement, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, atteindre la neutralité mondiale pour les émissions de CO2. Ce sont des faits sur la base de la compréhension du fonctionnement physique du climat, du cycle du carbone, qui sont clairement établis. Et par ailleurs, ce que je voulais mentionner, c'est que quand on parle du pouvoir des scientifiques, il évolue aussi dans le temps. Et donc, dans mon domaine, par exemple, dans les années, je dirais, 70-80, il y avait en fait un rôle d'alerte. Nous perturbons profondément l'atmosphère, le climat change, attention, cela va provoquer des risques. La communauté, notamment des géographes dans le monde, a joué un rôle extrêmement important pour caractériser les vulnérabilités, les expositions par rapport aux conséquences du changement climatique dans les différentes régions, et justement caractériser les impacts et les risques, mais aussi les leviers d'action en termes d'adaptation ou leurs limites. Et quelque part, ce constat scientifique, il nous interpelle parce que finalement, ce ne sont pas que des sciences du climat, on va dire,
dur, ça touche à nos sociétés. Par exemple, quand on regarde factuellement les responsabilités vis-à-vis du changement climatique, on peut déterminer qui a le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Historiquement, les pays qui se sont développés plus tôt, les États-Unis numéro 1, puis maintenant à peu près à part égale l'Union européenne et la Chine. La France est dans le top 10 des pays qui ont le plus contribué au réchauffement actuel. Puis après, qui contribue le plus aujourd'hui ? La Chine, et puis après les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, etc. Puis après, on peut regarder également, en fonction des catégories de revenus, par exemple, qui contribue le plus, ou bien quelles sont les entreprises qui contribuent le plus, qui ont les activités les plus liées aux émissions de gaz à effet de serre, les énergies fossiles, certains processus industriels, certaines pratiques de production alimentaire, par exemple. On peut poser ce diagnostic et on voit que là, on rentre sur des faits objectifs, factuels, et qui peuvent déranger. On peut aussi caractériser que, par exemple, la moitié de la population mondiale n'a contribué quasiment à rien sur les émissions passées et présentes de gaz à effet de serre. Et cette partie de la population, elle prend de plein fouet les conséquences du réchauffement, avec des vulnérabilités qui sont disproportionnées, et où on voit que le changement climatique, finalement, il va toucher assez vite à l'approvisionnement en eau, à la sécurité d'accès à l'alimentation, à la sécurité des lieux de vie. Et donc, on voit qu'en fait, ces constats, ils posent des questions de justice, ils posent des questions d'inégalité entre les territoires, entre les catégories de population, entre les secteurs d'activité. Les agriculteurs, ils sont en première ligne, par exemple, des impacts du changement climatique. Ils posent aussi la question des injustices d'une manière très aiguë, et cela fait aussi partie des faits scientifiques, mais qui dérangent. Alors, vous avez parlé de l'alerte, Valérie Masson-Delmotte. J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus un moment parce que les scientifiques, ils tirent la sonnette d'alarme depuis très très longtemps. Ça fait des décennies. Est-ce que là, c'est pas une limite du pouvoir justement de la science ? C'est-à-dire qu'au fond, malheureusement, on constate l'inertie aujourd'hui sur les enjeux climatiques. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec, ça ? Mais en fait, l'alerte s'est passée depuis longtemps. Et l'étape suivante, c'est la co-construction de connaissances. C'est-à-dire, de quoi avez-vous besoin pour vous préparer au climat qui change et qui va continuer à changer? Quelles sont les connaissances qui vous permettront de prendre des décisions informées? Par exemple, je ne sais pas, pour que les infrastructures soient résilientes s'il y a des pluies plus intenses. De quelles connaissances avez-vous besoin pour anticiper quelle sera la forêt de demain qui sera résiliente dans les Vosges comme ailleurs? Ça demande des connaissances. Donc on est sur aujourd'hui plutôt une approche de co-construction. Puis il y a un troisième rôle, en fait, donc je disais alerte, co-construction, c'est-à-dire répondre aux besoins de la société en allant interroger, faire avancer nos connaissances, en s'appuyant sur les connaissances des acteurs de terrain dans les différents secteurs d'activité, dans les territoires. Puis après, en fait, il y a aussi un rôle de chien de garde. C'est pas très joli comme expression, mais c'est aussi un rôle, c'est-à-dire factuellement, où on en est de l'action pour le climat. Est-ce qu'elle porte ses fruits? Est-ce que les engagements sont tenus? Qu'est-ce qui, en fait, permet d'avoir une action efficace? Et au contraire, qu'est-ce qui l'empêche? Ça fait aussi partie de notre rôle de scientifique de plus en plus. Et finalement, ce sont des connaissances qu'on met sur la place publique. Et c'est une forme de pouvoir un peu étonnant, mais moi j'appelle ça le pouvoir de redevabilité. Ceux qui exercent des responsabilités, finalement, avec le pouvoir, va le devoir, la responsabilité, la redevabilité, rendre compte. Et donc on peut aussi, nous, en fait, évaluer en quoi, finalement, on peut mettre en place des actions qui sont efficaces et qui permettent de réduire les risques climatiques, ou au contraire des actions qui, en fait, pourraient avoir un effet, mais en fait se révèlent être des leurres, ont des effets indésirables, et à la fin augmentent les risques, ce qu'on appelle la maladaptation dans notre jargon. On peut aussi mesurer en quoi, en fait, des politiques publiques ont un cadre, une stratégie d'action qui est cohérent avec ce qu'on attend pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple au niveau national, dans différents secteurs. Et si vous prenez le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, alors on a fait un code couleur assez simple, donc on a pris secteur par secteur les politiques publiques. Vert, c'est quand le cadre d'action fonctionne, est bien pensé, la stratégie répond aux enjeux, puis après orange, rouge. Et il y a beaucoup d'orange et de rouge en fait sur le cadre d'action publique de la France par rapport aux objectifs qu'on s'est collectivement fixés pour jouer notre part par rapport à l'action collective en France, en Europe et dans le monde par rapport au changement climatique. Et quand on fait ça, en fait, on voit qu'on est comme sur un verre à moitié vide, à moitié plein. Donc il y a des actions qui avancent, il y a des dizaines de pays qui ont déjà réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
On sait quels sont les types de politiques publiques qui fonctionnent, l'information, les incitations, les normes, la fiscalité, et quand c'est déployé dans son ensemble, en général, ça permet d'engager des transformations structurelles. Voilà, donc ce sont des exemples de rôles de scientifiques sur un cadre d'évaluation qui évolue en fait, qui n'est pas le même que l'alerte, mais qui est une forme de vigilance par rapport à ce qui est en notre nom à tous, comme citoyens, mis en œuvre par rapport aux engagements, aux promesses et à la réalité des faits. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur l'alerte, justement. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que votre pouvoir est très limité en la matière ? Est-ce que les scientifiques ont un pouvoir politique ? Non, heureusement. Ils sont là pour mettre sur la table des éléments factuels, et puis ensuite, dans un monde démocratique, c'est considéré, ça éclaire les délibérations, la prise de décision, et puis c'est pris en compte ou non. Est-ce que les scientifiques ont le pouvoir financier ? Non. Est-ce que les scientifiques ont une influence spectaculaire ? Non. Quelle place accorde-t-on, ne serait-ce qu'à la parole des scientifiques, par exemple dans les médias ? Quelle place, vous tous élus, accordez-vous aux interactions que vous pouvez avoir avec des scientifiques ? Vous regardez des réseaux sociaux, interagissez-vous avec des scientifiques sur les réseaux sociaux ? C'est assez faible en réalité. Donc il faut bien noter que c'est simplement par le fait de pouvoir mettre en lumière des faits non réfutables, qui ne sont pas des opinions, que peut s'exercer le travail des scientifiques. Ce que je peux également souligner, c'est que notre pouvoir, quelque part, c'est aussi de faire rentrer le futur dans le présent. C'est-à-dire, c'est être capable d'évaluer sur une décision les implications dans le temps moyen et long. Et c'est également, vice-versa, de se poser la question de ce vers quoi on souhaiterait aller, les scénarios, les évolutions à venir, et les conditions pour y parvenir. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pendant très longtemps, l'humanité, elle a fait face aux variations naturelles du climat, sans être capable de les anticiper. Maintenant, on a ce pouvoir-là. On est capable de dire, en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, quelle sera l'évolution à l'échelle de décennies, de siècles, du climat au niveau mondial, au niveau régional. Et cette information-là, c'est extrêmement puissant parce que ça permet d'en tenir compte, d'anticiper, de définir quelles sont les trajectoires souhaitables ou non. Et par exemple, la France est en train de se doter d'une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui s'appuie sur l'extrapolation de ce vers quoi on va s'il n'y a pas un sursaut, s'il n'y a pas une réduction plus forte des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est-à-dire un réchauffement qui irait sur plus de 2 degrés vers 2050 dans le monde, c'est-à-dire presque 3 degrés en France métropolitaine, un réchauffement de l'ordre de 3 degrés dans le monde vers 2100 par rapport au climat du 19e siècle, c'est-à-dire près de 4 degrés en France. Alors ça peut vous paraître abstrait, quelques degrés. On peut juste dire par rapport aux vagues de chaleur, aux jours de vagues de chaleur, ce serait 10 fois plus qu'à la fin du XXe siècle. Donc des vagues de chaleur beaucoup plus fréquentes, plus intenses, de mi-mai à fin septembre. Et on voit bien en fait que ça pose des enjeux d'adaptation des pratiques agricoles, de l'accès à l'eau, d'adaptation des lieux de vie, d'adaptation des forêts, des écosystèmes, que ça pose des questions sur le temps scolaire même, par exemple, pour assurer des bonnes conditions d'études, d'une manière tout à fait différente. Et donc cette connaissance, cette capacité à caractériser ce que ça veut dire, c'est aussi le pouvoir qu'on a, c'est-à-dire éclairer les évolutions possibles futures d'un point de vue physiquement plausible. Et sur la santé des individus aussi, parce que comment on vit dans un monde à 50 degrés, par exemple, il y aura des vraies questions vitales qui se poseront. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Il faut juste rappeler que c'est le président de la République qui a souhaité la création de cette institution indépendante, dont je disais tout à l'heure qu'elle était chargée justement d'évaluer les politiques publiques vis-à-vis des réductions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a un pouvoir là aussi des instances indépendantes ? En fait, ça a été étudié par des collègues en sciences sociales qui ont en fait comparé l'action environnementale ou climatique dans différents contextes. Et ce qui a été montré très clairement, c'est que quand il y a des conseils scientifiques, des autorités scientifiques indépendantes, donc qui exercent en fait un examen factuel de ce qui est mis en œuvre, ce qui fonctionne et qui fournissent cette fois des recommandations, la qualité en fait de l'action publique est meilleure. Et c'est même plus profond que cela. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, meilleure est la qualité de la vie démocratique, meilleure est la qualité de l'action par rapport à l'environnement et au climat.
Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait une vie démocratique qui fonctionne bien? Ça veut dire le pluralisme, ça veut dire le rôle des médias aussi indépendants, ça veut dire également le rôle de la société civile, et ça veut dire le fait de pouvoir délibérer collectivement sur la base de faits qui soient reconnus et partagés. Et donc ça pose aussi la question, bien sûr, de la désinformation et de toutes les luttes de pouvoir et d'influence qui peuvent être présentes. Et les freins notamment, ça peut être les effets corrupteurs d'intérêts spécifiques, notamment à certains secteurs d'activité. Ça a été montré par exemple dans le cas de la Russie. La dépendance étroite entre le secteur des énergies fossiles et le pouvoir politique a conduit en fait à torpiller une partie d'initiatives visant à avoir de meilleures politiques environnementales. Et c'est très frappant de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où on a en fait cet effet corrupteur qui est très net, au sens où en fait des industries peuvent finalement contribuer sans limite à des campagnes électorales. Et après, quelle est la contrepartie? En fait, c'est des réductions d'impôts et des réductions de régulation environnementale. Il y a bien un prix à payer pour ce soutien-là. Et ça, c'est quelque chose qui fragilise très profondément la vie démocratique d'une manière extrêmement nette. Donc, c'est aussi en fait le pouvoir de la science, pas la mienne de physicienne, mais celle des sciences sociales, d'arriver à discerner en fait ces mécanismes, ces fonctionnements de nos sociétés qui peuvent entraver finalement la capacité à agir. Et ce que je voulais également mentionner dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, c'est au fur et à mesure du temps, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Nous avons souligné les choses qui ont avancé et nous avons formulé des recommandations par rapport aux choses qui pouvaient être améliorées. Par exemple, vous parliez de santé et d'environnement. L'action pour le climat, si c'est une feuille de route dans le ministère de la Transition écologique, quel que soit le nom qu'il porte au fur et à mesure du temps, il ne se passera rien en fait. Donc, un des aspects importants, c'est le fait d'avoir une coordination interministérielle, des plans d'action qui soient structurés dans les différents ministères. Un autre aspect qu'on a souligné, c'est l'articulation entre le cadre d'action national, européen, mais aussi la déclinaison territoriale. Et les régions, elles ont un rôle de chef de file extrêmement important par rapport à beaucoup d'aspects liés à l'action vis-à-vis du changement climatique. Donc si cette articulation ne se fait pas, en fait, il y a incohérence et puis il peut y avoir limite en fait à ce qui peut être mis en œuvre. Un autre aspect qu'on avait souligné, c'est sur le cadre législatif. Finalement, pour que l'action politique soit efficace, ce serait bien que sur des projets de loi, on puisse s'assurer à l'avance et après coup qu'elles mettent le cadre législatif en cohérence avec les engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou sur le renforcement de la résilience. Et force est de constater que ça n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas, par exemple, sur les lois mobilité ou alimentation ou agriculture. Et le seul moment où ça a été le cas, c'était la loi climat-résilience qui provenait des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est assez intéressant de voir, en fait, finalement, ces mécanismes, ces difficultés, finalement, à articuler, à construire d'une manière efficace une action publique par rapport à des engagements qui ont été pris. Et il y a aussi plein d'autres incohérences qu'on peut souligner. Pour moi, c'est assez fascinant comme physicienne, un peu logique, de regarder le cadre d'action publique. La fiscalité, elle n'est pas cohérente avec l'action pour le climat. Il y a plein de niches fiscales favorables aux énergies fossiles. Et le code de l'environnement, en fait, il est obsolète. Il n'intègre pas les enjeux d'adaptation au changement climatique ou de décarbonation. Et donc, en fait, les règles du jeu qu'on s'est fixées, parfois, c'est même des obstacles par rapport aux enjeux de transformation liés au changement climatique. Justement, vous avez parlé des citoyens, le pouvoir citoyen, on peut aussi en dire quelques mots. La Convention citoyenne pour le climat, c'était un exemple intéressant, à la demande là aussi d'Emmanuel Macron, de pouvoir réunir des citoyens tirés au sort pour pouvoir essayer d'émettre des idées pour la société. Et on voit que ce pouvoir citoyen, il a été in fine très limité finalement. Il y a très peu des préconisations qui ont été retenues. Alors, c'est peut-être pas ça ce que je vais retenir. Ce que je vais retenir, c'est que dans le monde, il y a eu beaucoup d'initiatives à plein de niveaux, d'assemblées citoyennes, de conventions citoyennes. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant sur des nouvelles formes de démocratie. Donner la parole aux plus jeunes, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas dans le fonctionnement habituel. S'interroger sur le temps long, s'interroger sur finalement ce qui nous rassemble,
malgré les divergences des uns et des autres, quand on voit ces exercices-là, finalement, ça crée du lien entre les participants. Ça peut permettre de dégager une forme d'intérêt général assez pragmatique, en fait, et puis souvent assez ambitieux aussi. Et il y a souvent ce décalage entre l'aspiration à ce qu'on a envie de protéger, ce qu'on a envie de transmettre, nos valeurs fondamentales, et puis finalement des formes de compromis, des formes d'affaiblissement qui passent avec les mécanismes habituels de délibération politique où beaucoup d'influences s'exercent, des influences très fortes, bien sûr, d'acteurs économiques qui ne sont pas forcément en phase avec les aspirations des assemblées ou des conventions citoyennes. Moi, j'ai un souvenir qui est assez aigu. J'avais participé à une table ronde avec des chefs d'entreprise. C'était d'ailleurs à la Maison de la Radio, parce que ça devait être à Aix-en-Provence, puis il y avait les confinements. Et donc je me retrouve en fait dans une salle, moi, petite scientifique, avec des gens qui exercent des responsabilités énormes. Et puis je les entends qui parlent de la Convention citoyenne pour le climat. Et entre eux, ce qu'ils disaient, c'est donc des responsables d'entreprises de secteurs comme la chimie, l'énergie, l'eau. Oui, alors on prend des citoyens lambda, ils vont chercher des experts, et puis on en sort des Khmers verts. Moi, j'étais très surprise parce que j'ai été auditionnée au début par les citoyens, j'ai répondu à leurs questions un soir et le lendemain. J'ai vraiment vu leurs réflexions, leur travail, et puis c'était pas des Khmers verts en fait, c'était des gens qui représentent la société française dans toute sa diversité, toutes ses contradictions, voilà. Et après, les mêmes personnes, chefs d'entreprise, micro ouvert dans la table ronde, qui avaient les éléments de langage préparés par leurs communicants. Oui, alors je vais être leader dans la responsabilité sociale et environnementale. Mon entreprise exerce un travail profond de transformation. C'était très frappant de voir cette dissonance qui était là et qui est très présente. C'est rare qu'elle s'exprime aussi clairement que ce que j'ai pu voir d'ailleurs. Et pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire, par exemple, au moment de la COP21, il y a eu des engagements d'un certain nombre de secteurs d'activité ambitieux. On peut prendre par exemple le secteur du numérique. Les GAFAM qui s'étaient engagés à réduire leurs émissions, etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'intelligence artificielle super énergivore. Et aux États-Unis, les acteurs leaders de ce secteur-là, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? De torpiller toute la réglementation environnementale pour pouvoir accéder à l'énergie la moins chère possible, même à relancer le charbon au détriment de son impact catastrophique environnemental à tous les niveaux, en fait. Et donc, il y a ce côté pouvoir des citoyens, importance des mécanismes de délibération, mais il y a des rapports de force qui peuvent être disproportionnés par rapport en fait à différentes formes de pouvoir économique. Donc je parlais tout à l'heure des influences en fait qui s'exercent sur les partis politiques. On peut parler des influences via la publicité qui façonnent les imaginaires. Je regardais hier en fait le poids des investissements dans la publicité sur des très gros véhicules. C'est incroyable en fait, le coût qui est investi pour façonner un imaginaire, pour vous donner envie d'avoir un véhicule énorme qu'on ne peut même pas garer devant chez soi. Et ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément des gens. C'est parce qu'il y a plus de rentabilité en Europe sur ce type de véhicule que c'est ce qui va être promu. Et ça façonne beaucoup d'imaginaires en réalité. On a aussi des entreprises qui ont choisi de jouer le rôle de marchands de doute. Le déni par rapport au changement climatique, c'est pas venu de gens qui se sont réveillés un jour pour dire « je me pose des questions ». Ça a été construit, mis en œuvre, en cherchant des relais d'opinion, dès les années 80, par le secteur des énergies fossiles, notamment aux États-Unis et ailleurs. Le greenwashing, c'est-à-dire faire croire qu'on se donne une image lisse, et puis on fait que des toutes petites choses, typiquement enlever les touillettes à café et puis pas toucher au reste, c'est quelque chose qui est également mis en œuvre. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne l'illusion d'une action au détriment de choses difficiles à mettre en œuvre, et puis ça sape la crédibilité de ce qui est mis en place. Souvent, en fait, ce qui est compliqué, c'est le rôle des coalitions d'entreprises sectorielles, parce qu'en fait, dans un secteur donné, vous avez tout un gradient de positionnement d'entreprises. Certaines qui sont très proactives pour porter des changements, puis d'autres qui sont très conservatrices. Et souvent, les coalitions d'entreprises, elles vont mettre en avant le plus petit dénominateur commun. Donc souvent, c'est plutôt un frein qu'une force de transformation. Quand vous regardez les négociations internationales sur le climat, c'est intéressant, il n'y a pas tant de scientifiques que ça. La dernière fois à Dubaï, et puis ensuite, la dernière c'était en Azerbaïdjan, c'est ça. Il y avait plus de représentants du secteur des énergies fossiles que les délégations des pays, beaucoup plus que de scientifiques. Donc c'est quand même assez frappant sur les rapports de force. Et donc ce que je veux souligner, c'est qu'en fait,
En fait, dans les rapports de pouvoir, il y en a qui sont beaucoup plus influents que d'autres, qui ont des moyens disproportionnés, et puis qui essayent d'exercer leur influence aussi à travers les médias, par exemple. Quand vous formez le gouvernement, ce qui vous est arrivé, c'était il y a combien de temps d'ailleurs? Enfin non, c'est pas former le gouvernement, il n'y en a pas en ce moment. C'est à l'époque qu'il y en avait un, souvenons-nous. Ça a duré une journée de formation, c'est ça? Alors, c'était suite à l'été 2022. Vous vous souvenez de l'été 2022, incendie à grande échelle, vague de chaleur répétée, rupture d'approvisionnement en eau. Un été très dur en France. C'était suite aussi à la publication des cycles de rapports du GIEC, en fait, les 3 volumes en 2021-2022. Et donc, j'avais été invitée à intervenir devant l'ensemble du gouvernement. Et donc, j'avais 20 minutes. Ah voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu une journée, non, j'étais un peu trop généreux là. Donc 20 minutes pour quoi finalement? Présenter l'état des connaissances scientifiques, les causes, les implications, les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement, les éléments, les leviers d'action qui peuvent être déployés, le cadre de réflexion scientifique en fait, que j'essayais d'esquisser tout à l'heure. C'était juste ça en fait. Oui. Donc 20 minutes, c'est quand même très peu pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Le pouvoir de la désinformation, il faut peut-être en dire un mot, Valérie Masson-Delmotte, parce que là, en ce moment, on voit que l'écologie en général, d'ailleurs, traverse une période assez délicate et le climat est devenu un vrai terrain de désinformation. Quels sont les effets? En fait, mes collègues qui travaillent sur la désinformation, les scientifiques, me disent qu'en fait le changement climatique et tout ce qui est lié aux transformations de nos sociétés et notamment à ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va dire pour faire simple les technologies propres, mais c'est un peu caricatural, mais aussi maintenant les leviers d'action pour faire face à un climat qui se réchauffe, c'est le premier marqueur de désinformation. C'est-à-dire il y a en fait une influence très forte qui s'exerce sur les réseaux sociaux, des algorithmes clivants sur les réseaux sociaux qui font qu'en fait, il y a une tendance à rendre binaire, clivant, chacun de ces leviers d'action, au détriment d'une réflexion d'ensemble sur ce qu'on peut déployer, par exemple un mix énergétique, par exemple des approches d'efficacité, de sobriété, de technologies propres et de solutions qui se fondent sur la nature. Ça, c'est une vision d'ensemble, en fait, dans l'ensemble de leviers d'action. Et en fait, cette approche clivante, binaire, polarisante, elle va pousser les gens à se positionner pour ou contre chacun de ces approches, plutôt que de réfléchir à comment on les articule, comment on les décline. Elle vise aussi en fait à paralyser le choix. Comme citoyen, vous avez des choix devant vous. Les élus ont des choix à faire. Mais si chaque chose devient clivante, polarisante, qu'on ne sait plus à quoi se fier pour avoir une information sincère, comment décider pour ne pas regretter les choix que l'on veut faire? Donc il y a aussi cet effet-là qui est très très frappant. Et donc l'idée, c'est provoquer en fait une forme de paralysie, mais c'est aussi saper la capacité de délibération démocratique qui va avec cette désinformation. Les effets sont là. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, il est vraiment à l'œuvre. Oui, et puis ce qu'on peut aussi souligner, c'est, je parlais tout à l'heure de l'indépendance des médias. Donc là, je viens de parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux appartiennent à des entreprises, voire à des milliardaires. Il y a des choix qui peuvent s'opérer, et on peut choisir des algorithmes respectueux de l'utilisateur ou des algorithmes qui vont favoriser ce qui est clivant. Et moi, je l'ai vu sur Twitter X, après le rachat par Elon Musk et l'invasion de l'Ukraine, c'était à ce moment-là, où en fait, c'était incroyable de voir à quel point les algorithmes de ce réseau ont favorisé des contenus clivants. Puis après, en voyant les prises de position du propriétaire de ce réseau, qui d'ailleurs en fait a contribué à détruire les sciences du climat aux États-Unis de manière très active, en essayant de couper des dépenses publiques. En fait, je suis d'ailleurs stupéfaite que les pouvoirs publics en France continuent à utiliser ce réseau, en fait, puisqu'en fait on ne maîtrise pas les algorithmes et qu'il est utilisé pour interférer délibérément dans différents pays européens, notamment à des moments d'élection. TikTok, c'est pareil. Facebook, à un moment donné, par exemple, il y avait un travail qui avait été fait pour la régulation de l'information, notamment vis-à-vis du changement climatique. Donc le réseau mettait à disposition des utilisateurs des informations permettant de vérifier, en tout cas, la véracité par rapport à l'état des connaissances scientifiques. Suite, en fait, à la décision de dérégulation de l'administration américaine, ça n'est plus le cas. Donc, en fait, on est en territoire dangereux, finalement, sur ce type de réseau. Ensuite, il y a la question de la presse, des médias. Les médias ont un pouvoir en fait, de façonner l'opinion, de façonner un agenda politique aussi. Et ce que l'on voit partout dans le monde, c'est que, dans certains cas, vous avez des hommes d'affaires
très riches, qui ont des intérêts personnels, par leurs investissements, par leur secteur d'activité, qui achètent les médias. C'est frappant en fait, en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Je parle par exemple du groupe de presse Murdoch, en Australie, aux États-Unis, qui a pendant très longtemps fait le choix en fait d'être un vecteur de déni, de désinformation sur le changement climatique. Je vous laisse faire votre propre représentation des analogies dans le paysage français. Et en fait, c'est extrêmement redoutable, notamment en fait quand vous avez en permanence la présentation d'opinions et jamais l'exposition de faits scientifiques ou de la démarche scientifique. Et à chaque fois, en fait, quand je vois ce type de choses, la multiplication des débats dits d'idées, mais qui favorisent ce type d'approche, voire clivante, ça donne l'illusion d'une délibération sans avoir une capacité à creuser les sujets, à aller jusqu'aux bases des faits. Et en fait, à chaque fois, je pense à Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, elle disait, en fait, quand on a en permanence des mensonges, il suffit d'écouter ce que dit Donald Trump pour avoir des exemples de mensonges permanents. Entre le Doliprane et le climat, franchement, on était servi récemment. C'est très, très frappant, en fait. Donc, quand on a en permanence des mensonges, finalement, ça conduit les citoyens à ne plus savoir à quoi se fier, à douter de tout. Et ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, dans la fabrique du totalitarisme, c'est que des citoyens qui doutent de tout, qui n'ont plus un point de repère, en fait, on peut en faire n'importe quoi, on peut les manipuler. Et c'est pour ça que j'insiste sur la place des faits comme un élément essentiel, c'est l'héritage des Lumières pour moi, de lutte contre les obscurantismes et un élément essentiel, avec la liberté académique aussi, de la vie démocratique. Et donc on parlait du pouvoir, il y a le pouvoir d'obstruction. C'est ça que je décrivais. Vous pouvez exercer votre influence pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action pour le climat. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de place pour l'expression des scientifiques qui travaillent sur le climat, les écosystèmes, les inégalités sociales, les inégalités de santé, les enjeux santé-environnement. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Censure, purge, licenciements brutaux, coupes budgétaires. Les scientifiques qui sont fonctionnaires fédéraux aux États-Unis n'ont pas le droit de me parler, mes collègues, n'ont pas le droit de parler à la presse, donc on les muselle. On intimide les universités, on le voit bien, avec des menaces de coupes budgétaires sur des prétextes plus ou moins construits. C'est vrai que vous n'avez plus de lien avec vos collègues américains ? Alors, mes collègues universitaires américains, oui. Mes collègues qui sont dans l'équivalent de Météo France, qui sont fonctionnaires dans les agences publiques, Océan, Atmosphère, NASA, etc., non. Ils ont l'interdiction de communiquer avec moi, y compris par mail, sans autorisation de leur supérieur. Et en général, on leur dit non. Est-ce que c'est un monde souhaitable ? Moi, je parlais tout à l'heure de l'intelligence scientifique, qui est pour moi l'intelligence collective, qui est vraiment un des moteurs en fait de la démarche scientifique. Plus on met des obstacles, plus on empêche l'expression libre, ne serait-ce qu'au sein de sa communauté scientifique, plus on voit en fait des dérives, on parlait de pouvoir, vers des formes autocratiques de pouvoir. Et en fait, ça pose des questions très particulières, sur le rôle des scientifiques dans des régimes qui glissent vers des approches autocratiques. Parce que, en fait, vous pouvez vous dire, oula, si je m'exprime sur des sujets qui peuvent déranger, je mets en risque ma carrière, mes financements, mes étudiants, donc je vais pactiser, je vais me taire, je vais être complaisant. On peut aussi se dire, mais je vais résister, mais avec un coût, en fait, qui est très élevé. Aux États-Unis, qui est un pays très violent, mes collègues américains ont une crainte qui est très forte, c'est que s'ils s'expriment d'une manière claire, comme je le fais ce soir, vraiment, ils peuvent se retrouver avec une cible littéralement dans le dos, c'est-à-dire on les jette en pâture leur nom, leur adresse, leur famille sur les réseaux sociaux. Vous avez partout des gens haineux avec des armes. Vous voyez la menace, en fait, qui est gigantesque. Est-ce que c'est souhaitable ? Bien sûr que non. Donc comment faire, nous, pour les aider ? Et ce n'est pas qu'aux États-Unis, ça peut être en Hongrie, ça peut être dans tous les régimes autocratiques. Mes collègues russes ne peuvent pas s'exprimer librement. Et en Chine, c'est très compliqué d'avoir une approche, je disais, de chien de garde. C'est quasiment pas possible, en fait, ou très difficile. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment partager les données pour les sauvegarder quand elles sont menacées ? Comment donner l'asile ? Comment donner des opportunités à de jeunes scientifiques qui veulent aller dans ces domaines menacés ? Ce sont des questions importantes qui soulèvent nos communautés en ce moment.
Donc ça fait vraiment l'objet de débats, de réflexion et d'action aussi chez les scientifiques. Oui, et c'est aussi le pouvoir des académies scientifiques. L'Académie des sciences américaines, sciences, médecine, ingénierie, vient de publier un rapport que je vous invite à lire si vous lisez l'anglais, sur les éléments probants factuels qui, depuis 2009, étayent la compréhension des liens entre émissions de gaz à effet de serre, changement climatique et menaces pour la santé, le bien-être, les revenus, les écosystèmes pour les Américains. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces connaissances-là, c'est les fondements du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, il est construit par rapport aux espèces menacées, par rapport au milieu naturel dont nous tirons des ressources. Il est construit par rapport à la protection de la santé, du bien-être humain. Et donc, ce que le gouvernement actuel américain cherche à faire, c'est faire taire des champs entiers de connaissances scientifiques, les remettre en cause pour finalement remettre en cause fondamentalement le droit de l'environnement. Et du coup, c'est important de revenir sur ces aspects-là que je mentionnais tout à l'heure, en fait. Quand on parle d'agir par rapport au changement climatique, vous pouvez le voir comme une contrainte, des limites à l'activité économique, un cadre réglementaire en béton, je le comprends bien, hein. Mais vous pouvez aussi le voir comme quelque chose qui est ancré sur des principes de respect de la dignité humaine, notre responsabilité par rapport aux vivants pas humains, en fait, hein. Toutes les autres formes de vie qui prennent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Vous pouvez le prendre par rapport à l'habitabilité de certains territoires qui peut être fragilisée. Et donc, on parlait de pouvoir, c'est aussi le pouvoir du droit, le pouvoir par rapport à des principes fondamentaux du droit. Mais c'est un pouvoir qui est faible, hein. Le droit de l'environnement, il est écrit d'une manière telle qu'il est fragile, qu'on peut le remettre en cause. Je pense par exemple au projet de loi sur la simplification qui a été discuté il y a quelques mois, qui en fait remettait en cause beaucoup d'aspects du droit de l'environnement pour faciliter la vie économique. Mais au détriment de quoi? Au détriment de qui? Comment tenir compte des enjeux de long terme par rapport aux enjeux de court terme? Et c'est d'ailleurs en fait une des choses vraiment pour moi qui m'a beaucoup marqué, c'est les échanges que j'ai eus dans ce cadre-là avec les juges de la Cour internationale de justice il y a un an. Alors, je vais remonter l'histoire. C'est le pouvoir des faibles. Qui sont les faibles, les plus faibles, par rapport aux enjeux du changement climatique? Ce sont les pays les plus vulnérables. Par exemple, les petits États insulaires du Pacifique, nos territoires d'outre-mer aussi, hein, qui prennent de plein fouet les conséquences de cyclones plus intenses, de dégradation des récifs de coraux tropicaux, de ressources, puis de la montée du niveau de la mer, hein, qui menace l'existence même de certains États. C'est les plus jeunes dans ces pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des étudiants en droit d'une vingtaine d'années, de petites îles du Pacifique, qui se sont dit, que pouvons-nous faire? Nous, notre arme, c'est le droit, les droits humains, les droits fondamentaux. Et donc, ils ont plaidé leur cause pour que l'Assemblée générale leur pays d'abord, puis ensuite l'Assemblée générale de l'ONU demande un avis à la Cour internationale de justice par rapport aux obligations des États vis-à-vis du changement climatique. Ils ont été entendus, ils ont été repris. Donc, l'Assemblée générale de l'ONU a fait cette demande. Les juges de la Cour internationale de justice ont examiné cela. Et moi, j'ai été entendue comme 6 autres scientifiques sur des questions techniques de compréhension du diagnostic dont on parlait tout à l'heure, contenu dans les rapports du GIEC. Et c'est impressionnant de voir la profondeur de la réflexion des juges dans leur avis qui a été publié cet été. Je vous invite à le lire. Ils en appellent à la sagesse, en fait, hein. Au-delà de leur propre rôle de juge et de donner à lire le droit international. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que la protection du système climatique, ce n'est pas qu'une histoire de l'accord de Paris sur le climat, en fait, hein. Elle est intimement liée à la jouissance des droits humains fondamentaux. Elle est intimement liée à la dignité humaine. Elle est intimement liée à l'interdépendance qu'on a avec les écosystèmes et les services des écosystèmes dont nous dépendons. Et donc, ils soulignent les obligations des États. Ils soulignent leurs responsabilités. Ils soulignent leur redevabilité. Si dans un pays X ou une multinationale Y d'un pays X émet des gaz à effet de serre, ne tient pas ses engagements, on peut discerner les conséquences, les dommages induits par ces activités dans une autre région du monde. Et il y a une responsabilité à prendre en charge ces pertes et ces dommages. Et c'est pour ça que j'insiste sur le pouvoir, le droit, les valeurs sous-jacentes et les responsabilités qui vont avec le pouvoir.
Mais ça, c'est une voie prometteuse pour vous, justement, de se saisir de la justice pour contraindre les États à agir, parce qu'on peut quand même rappeler que la France a été condamnée pour inaction climatique, mais so what, finalement? Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'en mois de juillet, il y a eu un suivi du Conseil d'État qui fait référence aux travaux du Haut Conseil pour le climat, pour le suivi de l'efficacité de l'action de la France par rapport au changement climatique. Et le ministère public faisait référence à nos rapports, et puis les plaignants faisaient référence à nos rapports également. Et ce qu'on peut dire, c'est factuellement le premier objectif que la France s'est donné, le premier budget carbone, il n'a pas été tenu. Du coup, l'objectif du deuxième a été revu à la baisse. On tient le deuxième tout juste. On le tient parce qu'il y a eu les confinements qui ont fait temporairement baisser les émissions du transport. Ce n'est pas vraiment le résultat d'une politique publique structurelle. Et puis, si on regarde, en fait, par exemple, c'est tenu sur les émissions brutes, mais sur la capacité à stocker du carbone des forêts, ce n'est pas du tout tenu. Et en fait, nos forêts, elles sont dégradées par l'effet du changement climatique. Le puits de carbone des forêts qui augmentait, il est divisé par 2. Et un tiers de ça, c'est du bois mort. Donc en fait, notre budget carbone, en tenant compte de ça, il est tenu, mais en fait, le bois mort, il va se décomposer. Et donc c'est au prix d'efforts plus importants à faire par la suite. Donc c'est cela, nous, qu'on met sur la table. Et ensuite, je ne sais pas ce que va être l'avis du Conseil d'État de cette année. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un vrai manque, je trouve, de redevabilité, pour moi, comme citoyenne, pas que scientifique, des décideurs politiques par rapport à l'action ou l'inaction, par rapport à la faiblesse ou la fragilité de ces mises en œuvre. Nous devons tous, finalement, collectivement, les interpeller pour s'assurer que ce cap va être tenu. Et le titre de notre rapport, il dit tout, du Haut Conseil pour le climat de cet été, relancer l'action climatique face à l'aggravation des impacts et l'affaiblissement du pilotage. Et l'affaiblissement du pilotage, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas fortuit. C'est un choix, en fait. C'est un choix de ne pas exercer son pouvoir pour agir de manière ambitieuse, efficace, juste sur ces enjeux-là. Valérie Masson-Delmotte, on va arriver au terme de cet entretien, mais j'ai encore 3 questions à vous poser. J'aimerais qu'on dise un mot peut-être sur le pouvoir qu'on peut imaginer, en tout cas certains le proposent, des solutions technologiques pour lutter justement contre les effets du réchauffement climatique. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'il y a un vrai pouvoir de la technologie pour nous sauver de la mauvaise passe dans laquelle nous sommes? Alors ça tombe bien parce que j'étais hier à Brest, à l'Ifremer, pour la publication d'un rapport qu'on a fait de l'Académie des sciences sur cette question de la géo-ingénierie climatique. Et moi, j'avais aussi travaillé sur l'idée de géo-ingénierie polaire pour essayer d'empêcher les régions polaires de prendre de plein fouet le changement climatique. Et je dirais qu'en fait, ce qui est très frappant, c'est le pouvoir de créer des illusions, voire de nouveaux risques. Alors, je m'explique. De quoi parle-t-on quand on parle de géo-ingénierie climatique? C'est l'idée que les gaz à effet de serre réchauffent le climat. On va essayer de contrebalancer ça ou de le masquer en agissant, en modifiant le rayonnement solaire qui arrive, par exemple en mettant des particules dans la haute atmosphère pour essayer d'imiter des éruptions volcaniques. Alors l'effet sur le climat, il est incertain en fait. On peut effectivement arriver à contrebalancer un peu de réchauffement, mais en fait, il y aurait des effets indésirables, par exemple sur le cycle de l'eau, sur le climat de différentes régions. Donc on essaie d'imiter les volcans indonésiens. Exactement, c'est ça, exactement. L'année sans été, le volcan Tombora en 1815. L'année sans été, ça a marqué les esprits à l'époque. Mais la question, en fait, c'est donc une grande incertitude sur les réponses du climat. Ensuite, une grande incertitude sur les dimensions éthiques, les dimensions de gouvernance. Imaginez ça. Si vous avez un acteur unilatéralement qui déploie ce type d'approche et que vous en prenez les effets secondaires, quel cadre de responsabilité? Il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui au niveau international pour ce type d'approche. Si vous avez 2 acteurs, je ne sais pas, les États-Unis et la Chine qui le font mais sans se coordonner, on peut avoir des effets indésirables graves. Si on le déploie, il faut le faire pendant 100 ans ou davantage. Donc c'est en fait une dépendance technologique grave sur plusieurs générations. Si on arrête, il y a un ajustement brutal du climat. Donc ça expose les générations actuelles et futures à un risque de changement climatique encore plus abrupt. Donc c'est des enjeux majeurs, éthiques, sociétaux, politiques. Et la recommandation de l'Académie des sciences, c'est qu'il faut tout faire pour que ça ne se déploie pas. Donc l'interdire, exercer notre influence de toutes les manières pour l'interdire, et être extrêmement lucide sur le type de recherche à haut risque
et favoriser une recherche qui intègre ces dimensions éthiques, de risque, de gouvernance, pour ne pas donner l'illusion, parce qu'on le modélise dans un coin, que c'est quelque chose qui fonctionnera bien. Et on a d'autres questions de géo-ingénierie, parce que quand on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, finalement on pourrait se dire, une solution c'est d'aller le rechercher, ce CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère, et puis le stocker à long terme dans des réservoirs géologiques, comme ça on peut émettre beaucoup, et puis on sera capable de l'enlever. Et quand on regarde les approches, par exemple, sur les continents, augmenter les forêts, par exemple, pour stocker plus de carbone, ou utiliser plus la biomasse, puis en captant, stockant le CO2 après la combustion de cette biomasse, on se rend très vite compte que ce type d'approche, ça rentre en compétition avec la préservation de la biodiversité, ça rentre en concurrence avec l'utilisation des terres pour la production alimentaire, ça serait très compliqué pour l'utilisation de l'eau. Souvent, en fait, quand on l'envisage, c'est dans des territoires où il n'y a pas des droits fonciers très forts, donc au détriment des populations locales qui se verraient imposer ce type de choses. Et on se rend compte, en fait, que ce sont des approches qui ont un tout petit potentiel quand c'est bien fait, de manière durable, mais qui présentent aussi des risques extrêmement graves. Et ça fait aussi partie, d'ailleurs, des mécanismes que favorisent certaines entreprises. Plutôt qu'un cadre réglementaire qui va interdire ou limiter des activités, plutôt que d'éviter et de réduire, elles vont plutôt chercher à compenser plutôt que d'agir sur les causes. Donc on voit qu'en fait, il y a une rhétorique d'illusion, l'illusion de pouvoir limiter les risques climatiques sans des transformations profondes des modes de production, des modes de transformation dans les différents secteurs d'activité, sans la prise en compte des inégalités importantes pour le faire de manière juste. Et donc ces approches-là, on peut les voir comme des illusions, des tentatives de diversion, mais qui vont aussi avec des imaginaires assez bien représentés sur cette affiche, des imaginaires de pouvoir autocratique. Vous imaginez le pouvoir que vous avez si vous arrivez à maîtriser le devenir du climat terrestre, le rapport de force que ça implique dans le monde. C'est tragique en fait par rapport à la manière dont on peut se percevoir entre les différentes nations et les mécanismes nécessaires de coopération que l'on a. Allez, il nous reste 2 minutes, encore donc 2 questions rapides. Il y a le pouvoir des mots, les mots qu'on interdit. Donald Trump qui interdit le mot réchauffement climatique ou émissions, pour émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a les mots qu'on prononce. Il y a le pape cette semaine à Rome qui vient d'appeler à une conversion écologique et à mettre la pression sur les gouvernements. Quel rôle Valérie Masson-Delmotte peut jouer une telle voix spirituelle dans le débat mondial sur le climat? Quand vous réfléchissez vous-même à vos responsabilités, quelles sont les sources de sagesse qui comptent pour vous? C'est juste ça. Quelles sont les sources de sagesse? On a invité à l'Académie des sciences il n'y a pas très longtemps un chercheur indien qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, Ramanathan, sur l'effet dans l'atmosphère d'émissions de différents polluants, gaz à effet de serre, et les liens qualité de l'air, climat. Et Ramanathan, il a joué un rôle très important à l'Académie pontificale du Vatican. Il a été notamment, apparemment, un inspirateur de l'encyclique qui s'appelle Laudato Si du pape François, qui s'est vraiment appuyé sur l'état des connaissances scientifiques qu'il a réactualisé, mais qui, au-delà de ça, lui, comme chef d'État, chef d'Église, dans un rôle complètement différent, a fait un choix qui était un choix d'exercer son influence en intégrant dans sa réflexion sur la dignité humaine, la responsabilité, la protection de l'environnement d'une manière très claire, très explicite. Et je veux juste rebondir sur les mots et les représentations. Vous avez vu qui on représente pour parler de pouvoir? Il n'y a rien qui vous surprend? Vous avez cité Trump ou le pape. Alors moi, je vais citer Jane Goodall, pour changer. Et en fait, Jane Goodall, elle nous a amenés à nous interroger sur ce qui nous fait humains par rapport à l'empathie, par rapport à des caractéristiques de relations sociales de nos cousins, les grands singes. Elle nous a donné à voir autre chose sur le monde animal et sur notre responsabilité par rapport au monde animal. Et j'aime bien cette phrase de Jane Goodall. Alors je vais la traduire mal, je suis désolée, mais ce qu'elle dit, c'est « ce que vous faites, vos choix en fait, ça fait une différence et vous devez décider quelle sorte de différence vous voulez faire. » Ce sont des mots qui comptent, je pense.
J'ai pas envie de vous poser ma dernière question parce que ça fait une très très belle conclusion pour cet entretien, Valérie Masson-Delmotte. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, amis des Audaciens, vous avez 3 jours pour vous informer. Et profitez-en avec le Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Et très bon festival en tout cas. Merci.